support ainsi qu'un lien vers l'enregistrement vous seront adressés après le webinaire. Alors, si tout le monde est d'accord, nous allons commencer. Juste vous prévenir, on risque de déborder un petit peu de la demi-heure parce que le sujet est assez vaste. On a beaucoup de diapos à vous présenter, même si sur certaines diapos, ça va aller très rapidement. Donc voilà, on va peut-être déborder un peu, on s'en excuse tout de suite. Voilà, donc je démarre très rapidement. Les deux sujets du direct de la CAF 35 du 20 mars 2025, la loi plein emploi et la solidarité à la source. Et on commence tout de suite par le premier sujet. Alors, loi plein emploi, on s'adresse aux bénéficiaires de RSA. Juste pour replacer dans le contexte, bénéficiaires de RSA, aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, on est à un petit peu moins de 20 000 bénéficiaires de RSA pour un petit peu moins de 240 000 allocataires. Donc, on est environ 8% de notre fichier qui perçoit du RSA. Depuis le 15 janvier 2025, pour toute demande de RSA, les données des bénéficiaires ainsi que celles de leurs conjoints, de leurs concubins ou de leurs partenaires seront transmises à France Travail en vue de leur inscription automatique sur la liste de demandeurs d'emploi. Ça, c'est un des volets de la réforme plein emploi, c'est-à-dire l'inscription automatique de tous les bénéficiaires de RSA à France Travail, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Seront exclus de cette inscription automatique, on vous montrera comment ça va se passer pour eux, seront exclus de cette inscription automatique les demandeurs qui sont âgés de 67 ans ou plus, ils vont relever plutôt du parcours retraite, ou alors âgés de 64 ans ou plus et qui justifient d'une durée d'assurance qui leur permet déjà de bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors, aujourd'hui, il existe trois façons de demander le RSA. On va en détailler que deux avec vous. La première façon, celle qui est la plus utilisée, c'est la téléprocédure via le CAF.fr, la demande de RSA. C'est 76% des demandes de RSA qui passent par ce canal. Ensuite, les formulaires papier avec 21% des demandes. Et un troisième canal que je ne vais pas développer aujourd'hui avec vous, il ne représente que 3% des demandes et il est utilisé que par certains partenaires, ça s'appelle le IRSA. Voilà. Petite précision, et ça fait le lien en tout cas avec la loi plein emploi. Selon le rapport de la Cour des comptes de janvier 2022, 18% des bénéficiaires de RSA n'étaient pas orientés vers un organisme référent. Un des objectifs de la loi plein emploi, c'est justement de renforcer l'accompagnement des bénéficiaires de RSA. Alors, l'inscription à France Travail pour les demandeurs de RSA ayant effectué une demande en ligne, donc via le CAF.fr, l'inscription se fera par le fait que l'on va récolter, je bafouille, on va récolter deux informations complémentaires qui seront désormais sollicitées lors de la téléprocédure et qui vont permettre l'inscription automatique à France Travail. Donc, on vous le montrera en détail, mais les deux informations complémentaires qu'on ne demandait pas jusqu'à présent et qui maintenant sont demandées, c'est le numéro AGDREF, donc c'est le numéro de titre de séjour pour les demandeurs de RSA de nationalité hors Union européenne, ou Suisse. Et on demandera aussi les coordonnées du conjoint du demandeur de RSA, donc les coordonnées de contact. L'idée, c'est que France Travail ensuite puisse contacter ces personnes-là pour finaliser l'inscription. Ces nouvelles informations vont permettre une meilleure transmission des données vers France Travail. Si le droit RSA est ouvert, l'usager, à la fin de sa téléprocédure, on vous le montrera, il termine sa procédure sur le CAF.fr, ensuite il décroche vers une autre interface, qui est l'interface de saisie de France Travail, puisque France Travail aura aussi besoin de données complémentaires, notamment le questionnaire d'orientation. Son conjoint, quant à lui, sera contacté dans un second temps par France Travail pour procéder à son inscription et à la saisie de ses données d'orientation. C'est pour ça que pour le conjoint, on ne demande que les données de contact. S'il n'y a pas de droit ouvert à l'issue de la demande en ligne de RSA, un contenu éditorial s'affiche pour expliquer à l'allocataire qu'il n'a pas le droit, mais
un contenu éditorial s'affiche aussi pour rediriger l'allocataire vers le site France Travail, puisque éventuellement, s'il n'a pas le droit au RSA, il y a peut-être un droit quand même à l'assurance chômage. Donc ça, c'était pour la téléprocédure de RSA. Donc, 2 informations qui sont demandées en plus sur la téléprocédure, un décrochage vers l'interface France Travail. Ma collègue vous le montrera en détail. Et quand il s'agit d'une demande papier, le formulaire papier n'a pas évolué. Donc, on n'a pas de nouvelles données réclamées à l'allocataire. Ce sera a priori le cas ultérieurement. Les coordonnées, pardon, j'appuie sans faire exprès. Les coordonnées de contact du conjoint ne sont pas demandées. Et tout ça, ça ne fait pas obstacle au traitement de la demande. C'est-à-dire que nous allons traiter la demande avec les informations que nous avons en notre possession. Et une fois que nous avons liquidé le dossier en CAF, un droit RSA ouvert, France Travail prendra contact avec le demandeur et son conjoint pour compléter l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et saisir les données d'orientation. Et s'il n'y a pas de droit RSA ouvert, les données ne sont pas conservées et ne sont pas communiquées à France Travail. Est-ce que ça va jusque-là? Je continue. Oui. Et du coup, je ne continue pas parce que c'est ma collègue qui prend le relais puisqu'on arrive sur les comment? Ah, Laetitia, je vous écoute, Madame Le Prince. Oui, j'avais une petite question parce que moi, la dernière fois, j'ai fait une demande de RSA pour un usager et j'ai été rebasculée sur le site de France Travail pour faire le lien. Et après, normalement, il y a le petit questionnaire parce que j'ai eu les 2 situations. Donc, il y avait le petit questionnaire à remplir pour savoir si c'était une orientation France Travail ou une orientation sociale, on va dire. Et en fait, pour une situation comme j'avais déjà un code, la personne était déjà identifiée France Travail et avait déjà des identifiants. Une fois que je me suis identifiée, ça m'a perdu j'ai pas pu récupérer le questionnaire. Alors oui, effectivement, lorsque l'allocataire est inscrit à France Travail, du coup, le questionnaire d'orientation n'est pas accessible pour lui. Il se connecte, le fait de se connecter à France Travail permet de faire le lien avec sa demande de RSA. Ok, bon, c'est ce qu'on a fait, on s'est connecté, mais après, il n'y avait plus accès au questionnaire. Je lui ai dit, écoutez, vous aurez sûrement un retour après de France Travail ou de la demande de RSA qui va vous orienter vers telle ou telle orientation, quoi. Oui, c'est exact, c'est exact. Ok. France Travail récupère après, en fait, l'allocataire qui a fait sa demande de RSA. Ok, merci. Alors, je reprends. Voilà. Alors, concernant la téléprocédure, du coup, comme vous avez pu le voir sur le site, donc lorsque l'allocataire fait sa demande de RSA en ligne, il y a plusieurs éléments qui s'affichent, contrairement en fait à avant, notamment la page d'entrée qui a changé, qui fait désormais référence à une inscription automatique à France Travail et la communication des coordonnées de contact. Donc, qui s'affiche, il s'affiche, je ne sais plus. Vous allez faire une demande de RSA en ligne. Par conséquent, vous serez automatiquement inscrit à France Travail, ainsi que votre éventuel conjoint. Donc, on rappelle également les droits et devoirs de l'allocataire, comme quoi il peut être contacté par France Travail, le département ou la CAF, et il est dans l'obligation d'y répondre, sous peine en fait que le versement des prestations soit suspendu. Donc, l'information en fait est bien relayée à notre niveau sur le site CAF.fr. Et à la fin de la demande, on dit bien à l'allocataire qu'il doit compléter sur le site de France Travail un questionnaire qui permet de déterminer l'organisme le plus adapté pour son accompagnement. Les coordonnées de contact saisies dans le cadre de la demande de RSA ne seront pas enregistrées dans le dossier, mais seront transmises à France Travail dans le cadre de la loi numéro 2023-1196 du 18 décembre pour le plein emploi. Ce n'est plus de son. Sur le... Il y avait une question? Ça coupe de temps en temps. Le son coupe? Oui. Alors là. Oui. Vous avez été coupé. On n'a pourtant pas touché au son, hein, je vous assure. Ça coupe encore? C'est un problème de réseau, j'espère pas.
Non, c'est bon. C'est revenu. On vous entend, oui. Bon, pourtant, on n'a rien touché, je vous assure. Alors, on continue. Alors, je te laisse passer. On aime, au niveau de la demande de RSA, lorsqu'on a passé donc la première page où on a les informations concernant la page d'entrée de la demande de RSA, on a la situation à compléter par l'allocataire. Comme on a dit tout à l'heure, le site désormais réclame le numéro HDREF avec la validité. Donc, en cliquant sur le bulle d'aide, on voit en fait où trouver le numéro HDREF sur la carte de séjour de l'allocataire. Ces informations sont facultatives, donc ça ne n'empêche pas la demande de RSA. Donc, de toute façon, une fois que la demande est lancée, on va réclamer les pièces justificatives à l'allocataire. Donc, ces éléments vont être retranscrits de toute façon dans notre base de données pour traiter. Les coordonnées de contact sont également demandées, donc adresse mail, numéro de téléphone, donc c'est facultatif, mais l'adresse mail en fait est quand même obligatoire pour qu'on puisse créer son compte, puisque aujourd'hui, avec la création de compte, on envoie un code de vérification par mail à l'allocataire pour lui permettre en fait l'authentification sur son compte CAF pour faire la demande. Je suis désolée. Ah voilà. Sur la situation, donc du coup, au niveau donc, de la demande de RSA, pour le conjoint également, on demande des éléments le concernant, sa nationalité. Là-dessus, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Juste le visuel qui a changé par rapport à avant. Au niveau du titre de séjour, c'est pareil, les mêmes questions se posent pour le conjoint. Titre de séjour facultatif, numéro HDREF facultatif, adresse mail facultatif également, puisque du coup, lorsqu'on fait une demande de RSA au titre du couple, une seule adresse email permet en fait d'accéder au compte CAF dans un premier temps et faire la demande. La prochaine page concerne le logement, à savoir si l'allocataire est locataire hébergé gratuitement ou hébergé avec frais, puisque ça permet de décompter un forfait logement pour le calcul de ses droits, et à savoir est-ce qu'il a résidé à l'étranger, oui ou non. Et donc dans ce cas-là, s'il a résidé à l'étranger, on lui demande quelle est la date en fait de retour en France. Même question se pose pour la conjointe. Sur la page ressources, on a bien le pop-in qui indique que le montant net social est obligatoire, doit figurer sur les bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2024, même si récemment on a vu à l'accueil que certains bulletins de salaire ne permettaient pas de retrouver le montant net social, donc c'était un peu problématique. Donc nous, dans ce cas-là, on prenait le montant net à payer avant prélèvement à la source, comme on faisait avant, à rajouter les retenues et tout ça. Donc, pour l'allocataire, l'information est donnée, montant net social qui doit figurer sur les bulletins de salaire et le relevé de prestations. C'est le montant que l'allocataire doit déclarer. Si le montant net social ne figure pas sur les documents, il faut continuer à déclarer le montant net perçu avant saisie et retenue. Et s'il y a plus d'informations, s'il y a besoin de plus d'informations, il y a un article qui est consacré justement à ce qu'il faut faire pour calculer le bon montant. Je tiens à rappeler qu'à chaque étape, en fait, sur la page ressources, vous avez des bulles d'aide. Il ne faut pas hésiter à cliquer dessus. Ça permet vraiment de bien mettre les éléments dans la bonne catégorie, en fait, pour la déclaration des revenus et pour le bon calcul des droits des allocataires. Les revenus sont demandés pour le conjoint, pour l'allocataire principal, pour le conjoint et toutes les personnes à partir de 14 ans, puisque les enfants à partir de 14 ans sont susceptibles d'avoir des revenus. À chaque fois, on va avoir exactement les mêmes éléments de réponse qui seront apportés, qui seront demandés. Si l'allocataire ne déclare pas de revenus, il a un pop-in de confirmation en disant « Attention, vous déclarez pas de revenus. Est-ce que c'est exact? Est-ce que vous poursuivez avec la déclaration ou pas ?» À la fin, donc, on a les coordonnées de contact, le récapitulatif de la demande. Le parcours santé a été remplacé tout simplement par santé, donc fiche santé, où on demande à l'allocataire s'il souhaite du coup bénéficier du complémentaire santé solidaire ou est-ce qu'il en a déjà bénéficié. Et dans ce cas, s'il n'a pas l'occasion de le faire, on lui demande s'il souhaite
adhérer à la complémentaire santé solidaire. Donc, si la personne souhaite adhérer à la C2S, la complémentaire santé solidaire, les informations sont transmises directement de la CAF vers la caisse primaire et l'ouverture de droit peut se faire automatiquement si la caisse primaire n'a pas besoin de données complémentaires. Donc, l'allocataire est arrivé à la fin de sa demande de RSA et c'est bien là où il décroche en tout cas, pour arriver sur l'interface France Travail. On lui dit, pour valider votre demande de RSA, vous devez compléter le questionnaire de France Travail, c'est le questionnaire d'orientation, afin de déterminer l'organisme le plus adapté pour votre accompagnement, ce que disait la collègue tout à l'heure, l'accompagnement professionnel, accompagnement socio-professionnel ou accompagnement social. Vous allez être dirigé vers le site de France Travail pour poursuivre votre démarche. On l'informe que cela prend quelques minutes. Et voyez là-haut, il était sur le compte CAF, il a décroché vers l'interface France Travail. En fin de saisie des données d'orientation, l'usager devra retourner sur l'onglet Mon compte pour finaliser sa demande de RSA. Si le questionnaire, donc le questionnaire France Travail, on est bien d'accord, n'est pas rempli lors de la demande, 2 choix possibles pour la personne. Soit elle se rend sur son espace personnel de France Travail pour le remplir directement en ligne ultérieurement, soit elle peut contacter France Travail par téléphone pour répondre au questionnaire par téléphone, soit elle attend que France Travail la contacte, puisque de toute façon, il y aura un retour vers l'allocataire si le questionnaire d'orientation n'est pas complété. Sur le support officiel, on nous a dit qu'en fin de saisie, l'usager devra retourner sur l'onglet Mon compte CAF.fr pour finaliser sa demande, mais le CDA nous a bien confirmé que la demande en fait est bien enregistrée une fois qu'il bascule en fait sur le site de France Travail pour faire son inscription ou pour se connecter. Donc pas d'inquiétude, si jamais du coup vous n'arrivez pas, vous faites la demande est validée et que vous essayez de basculer sur le site de France Travail et que ça ne fonctionne pas. Soyez rassurés, la demande, elle est bien enregistrée chez nous et ce sera bien traité chez nous. Et par contre, sur la partie inscription France Travail, c'est France Travail qui se mettra en lien avec les allocataires directement. Et du coup, on arrive à la fin de la téléprocédure. Donc, soit il a complété France Travail, il est revenu sur sa téléprocédure RSA. Et comme à chaque fin de téléprocédure, on arrive à un document qui explique que la demande est bien enregistrée et que la personne peut télécharger le récapitulatif de sa demande. Avant de passer au second sujet, un tout petit temps d'arrêt, parce que le temps nous est compté, pour savoir si vous aviez des questions. Oui, moi j'en ai une. Allez-y, je vous J'ai écoute. une situation de couple dont un des 2 conjoints travaille. Donc il y a l'arrivée d'un 3e enfant et le bénéficiaire du RSA a donc la C2S. Et en fait, la personne voudrait passer sur la complémentaire santé de son conjoint qui est plus favorable, notamment pour les suivis, des enfants. Et elle se demandait si elle avait le droit de quitter la C2S au profit de la complémentaire de son conjoint. Oui. Et Oui. comment il faut faire ça du coup? Alors, pour le coup, ça va plutôt être la caisse primaire, pour le coup. D'accord. Et je pense que via Amélie, il ne me semble pas qu'il y ait de système de messagerie, mais en fait, il faut qu'elle demande à la caisse primaire pour arrêter du coup la C2S gratuite Ouais. et en précisant qu'elle va désormais relever de la complémentaire de son conjoint. Mais c'est tout à fait D'accord. possible. D'accord, très Elle bien. n'est pas obligatoire finalement, elle est gratuite parce que Beh, c'est ce qui me semblait bien, mais bon, voilà. voilà, mais elle n'est pas obligatoire. D'accord, très bien. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, je continue sur le deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, juste, hop, on revient juste à la précédente. On évoque là, pour le coup, on est toujours sur la population revenu de solidarité active et on va aussi parler des bénéficiaires de primes d'activité, mais on passe sur le volet solidarité à la source avec le pré-remplissage des déclarations trimestrielles de RSA et de primes d'activité. Donc, quelque chose d'assez récent, puisque ça date du début du mois de mars.
Alors, quelques chiffres clés, j'y passe très rapidement, hein, mais en matière de primes d'activité, 4,45 millions de bénéficiaires, je vais y arriver, et 1,89 million de bénéficiaires en RSA. Si on ramène ça sur notre département, en Cap-Ille-et-Vilaine, on est environ à 80 000 bénéficiaires de primes d'activité et un peu moins de 20 000 bénéficiaires de RSA pour 240 000 allocataires environ. Ce qu'il faut retenir plutôt quand on regarde ces chiffres, c'est le nombre de DTR qui étaient erronés. Alors, quand on dit DTR, on est bien sur déclaration trimestrielle de ressources. On avait 60% des déclarations trimestrielles qui étaient erronées, ce qui génère beaucoup d'indus. Vous voyez, 16% d'indus en prime d'activité, 24% en revenus de solidarité active. Donc, 60% d'erreurs qui occasionnent des indus et des rappels, hein, qui entraînent une instabilité des droits pour les allocataires. Et de fait, la solidarité à la source va sans doute diminuer tous ces taux de DTR, comme on dit, erronés. Alors, ce projet de réforme s'inscrit dans celui plus global de la solidarité à source, qui date déjà un petit peu maintenant. Il est une étape essentielle de simplification du parcours déclaratif de notre public, mais aussi de sécurisation de la donnée entrante, enjeu majeur du versement du juste droit. Il s'agit pour le RSA et pour la prime d'activité de remplacer une déclaration trimestrielle de ressources entièrement manuelle par une déclaration pré-remplie avec les ressources de l'allocataire, un peu à l'image de ce qui se passe avec les impôts. Ces ressources sont récupérées auprès du dispositif de ressources mutualisées DRM, c'est un peu notre jargon CAF. Développé à l'occasion du projet de réforme des aides au logement. Donc, le DRM date depuis 2019. Hein, c'est la déclaration de revenus mensuels, là où les employeurs déclarent les revenus qu'ils ont versés à leurs salariés. Ce dispositif de ressources mutualisées DRM regroupe les données des salaires et de revenus de remplacement de l'ensemble de la population. Il est alimenté par les données de la déclaration sociale nominative, la DSN, et par les données de prélèvement à la source pour les revenus autres, donc le PASRO. Les données du DRM seront utilisées pour la gestion du RSA et de la prime d'activité pour les déclarations de ressources trimestrielles des usagers. Donc, depuis 2021, on utilisait, nous, en CAF, le DRM pour le calcul de l'allocation logement. Désormais, on utilisera aussi les données du DRM pour les déclarations trimestrielles de RSA et de prime d'activité. Donc, on vous met en dessous des scènes, ça concerne les salaires versés par les entreprises, hein, la déclaration sociale nominative, et le PASRO, ce sont les revenus versés par la branche famille, la branche vieillesse, l'invalidité et le chômage. Donc, c'est toutes les typologies de revenus que l'on va pouvoir récupérer. Cette réforme se traduit par 5 évolutions majeures. Hein, donc, on est sur la réforme de la solidarité à la source, la prise en compte du montant net social qui date de 2024 maintenant. Une évolution de la période de référence, on va vous expliquer un petit peu en détail, mais comme on est sur un système de pré-remplissage de la déclaration trimestrielle, quand fin mars, on demande aux allocataires de compléter la déclaration trimestrielle de janvier, de février et de mars, le montant du mois de mars, le montant du salaire du mois de mars ne peut pas déjà être injecté dans la fameuse DRM. Donc, on a été obligé de décaler le trimestre de référence. Donc, fin mars, maintenant, l'allocataire doit déclarer les revenus, non pas de janvier, février, mars, mais de décembre, janvier, février. Il y a un mois, finalement. Non, en mars, on déclare décembre, janvier, février. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que tu n'as pas dit janvier, février, mars, à déclarer en mars. C'est pour ça. D'accord. Je pense qu'avec la DRM, on décale d'un mois, mais on va voir en détail. La mise en place, donc la troisième évolution majeure, la mise en place de mesures compensatoires pour le RSA au moment de la bascule. On va passer assez rapidement dessus parce que finalement, c'est déjà passé. Les allocataires qui ont été concernés, c'est déjà passé. La mise en place d'un parcours de signalement d'erreurs de ressources récupérées au DRM, intégré à la téléprocédure de déclaration de ressources, ça aussi, on va vous montrer. C'est-à-dire que si un allocataire n'est pas d'accord avec ce qui est remonté dans la téléprocédure, ce qui lui est présenté comme montant, il peut le signaler à la CAF.
Et ensuite, le préaffichage des ressources récupérées et le maintien d'une partie déclarative pour les ressources non véhiculées par le DRM, donc les pensions alimentaires notamment, et aussi les revenus des travailleurs indépendants qui ne seront pas effectivement présentés comme pré-remplis dans les déclarations trimestrielles. Excusez-moi, j'ai une question concernant les pensions alimentaires. Oui, Est-ce qu'elles, du coup, elles ne vont plus être imposables? À la CAF, elles seront toujours prises comme ah ressources? oui, oui, D'accord. mm, oui. Pour le RSA, comme on est sur un minimum social, tout ce qui est perçu est à déclarer, par définition. Ok, merci. Question, quels sont les publics où cela ne sera pas possible? Oui. Etc. Alors, effectivement, donc petite question, quels sont les publics qui ne seront pas concernés par le pré-remplissage? C'est essentiellement les travailleurs indépendants, tout confondu, hein, auto-entrepreneurs, peu importe le statut, mais toute cette population, effectivement, devra continuer à déclarer ses revenus elle-même, pour le coup. Alors, le recours au DRM, donc la déclaration de revenus mensuels pour le calcul des prestations RSA et primes d'activité, fait évoluer les modalités de recueil des ressources des usagers et implique de combiner 3 sources d'information, ce qui, je vous garantis, n'est pas toujours évident côté CAF. Alors, première source d'information, les ressources qui seront pré-remplies issues du DRM. Alors, c'est ce qui est le plus simple, c'est-à-dire les salaires, le chômage, l'invalidité, la retraite, tous ces revenus, on pourra les récupérer. Donc là, c'est assez simple. Les ressources déjà connues de notre organisme. Alors effectivement, nous avons déjà pas mal de données de ressources puisque nous allons chercher les revenus annuels au niveau du service des finances publiques. Donc les revenus N-2 pour calculer la prime d'activité. Et nous avons aussi le système des revenus qui peuvent être évalués par le conseil départemental ou la CAF. Donc nous, c'est la CAF puisqu'on a délégation. Les revenus, on appelle ça de l'évaluation des ressources des travailleurs indépendants pour calculer le RSA. Une fois par an, hein, sur la base de certaines données, on évalue leurs ressources annuelles. Et on aura les ressources qui sont non transmises par le DRM, donc celles qui devront être déclarées par l'allocataire. Hein. Donc cette troisième partie-là, c'est bien à l'allocataire de faire la déclaration. Et c'est ce qu'on disait tout de suite, les pensions alimentaires et les revenus des travailleurs indépendants, c'est essentiellement ça dans 99% des cas. Cette évolution s'accompagne de la création du montant net social, alors qui date un petit peu, hein, c'était mars 2024, voilà, je n'avais plus la date exacte. Montant net social qui permet de faciliter la récupération des données à la source ainsi que la vérification des montants retenus. Il est calculé directement par l'employeur ou l'organisme versant les prestations. Il est retenu pour remplacer le montant net perçu, ce que vous disait ma collègue tout à l'heure. Hein. Je vais assez rapidement parce que ce n'est pas nouveau le montant d'aide sociale. Hein. Il permet de simplifier les démarches des usagers, de réduire les risques d'erreur et il nous permet effectivement de préparer le pré-remplissage des futures déclarations trimestrielles RSA aux primes d'activité. Si vous avez besoin d'avoir du détail sur le montant d'aide sociale, on conseille le site mesdroitssociaux.gouv. Il est pour le coup très bien fait. Alors, les impacts. La trimestrialité, c'est ce qu'on vous disait, hein, le changement de la période de référence tout à l'heure, hein, donc on va vous en parler rapidement, et on va vous montrer comment ça se passe pour la locataire au niveau des ressources préaffichées et de la DTR. Donc, jusqu'à présent, il était demandé à l'usager de déclarer les ressources sur le mois de perception sur son compte bancaire. Donc, ça fait plusieurs années qu'on leur dit, hein, c'est le mois de perception, c'est le mois de perception. Désormais, les ressources prises en compte correspondent à la date du versement par l'employeur, l'organisme social, et non plus à la date de perception par l'usager. Donc, on nous met un exemple. Hein. Dans l'exemple, le salaire du mois de décembre est versé par virement le 28 décembre. Même si l'usager le reçoit au début du mois de janvier, le montant sera pris en compte sur le mois de décembre. Ce que la CAF va retenir, c'est décembre pour décembre. Donc, c'est vrai que Devita, qui est souvent en contact avec les allocataires, nous disait que ça avait été un petit peu perturbant. Oui. C'est très perturbant, notamment en fait sur les versements de France Travail ou des indemnités journalières maladie, tout comme le travail en intérim,
puisque le travail auparavant, on le prenait sur le mois de perception. Alors, pour l'intérim, pardon, c'est pas un bon exemple, puisque du coup, sur la date de paiement, c'est bien marqué le 12 du mois suivant. Mais par contre, pour les indemnités d'indemnités de chômage, les régularisations et tout ça, il faut faire attention sur la date en fait à laquelle ces organismes-là ou les employeurs versent les salaires. Parce que la dernière fois, en accueil, j'ai eu la situation et c'était très compliqué d'expliquer ça à la locataire puisqu'il se retrouvait un peu perdant en fait dans le calcul du droit, alors que le droit, il se calcule pareil en fait, donc il n'y a pas vraiment de différence. Alors, les modalités de récupération des ressources des usagers auprès du dispositif de ressources mutualisées, donc le fameux DRM, ont un impact sur la période de ressources à prendre en compte. C'est ce qu'on vous expliquait rapidement tout à l'heure. Début mars, les revenus de février ne seront pas disponibles pour calculer les droits. C'est-à-dire que quand on invite la locataire à faire ses déclarations trimestrielles du trimestre précédent, si on utilise la DRM, effectivement, début mars, on n'a pas forcément les données de février qui sont injectées. Donc, on a décalé les trimestres, ce qui fait que début mars, la locataire maintenant doit déclarer novembre, décembre et janvier. Et donc, pour les allocataires qui n'ont pas le même trimestre de référence et qui devront faire leur déclaration de ressources début avril, eh bien, ce sera décembre, janvier et février. Il y aura toujours un mois vide, finalement. Moi, je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas bien dit, mais il y a un mois vide. Est-ce que Excusez-moi. ça... Oui. Du coup, quand il y a par exemple, des rattrapages d'indemnités, admettons des indemnités novembre, décembre, qui sont versées en février, on fait comment ça? C'est quand même le mois de perception? Ce sera le mois de perception, mais ce sera déclaré sur le prochain trimestre, étant donné qu'on part en fait sur un droit calculé sur M-4, M-2. Donc, sur la prochaine déclaration trimestrielle, donc si on prend l'exemple qui est affiché à l'écran, novembre, décembre, janvier permet de calculer désormais un droit de mars, avril, mai. La prochaine déclaration trimestrielle devra être faite au mois de juin. Et là, la locataire déclarera février, mars, avril. Oui, mais si si par exemple, c'est des sommes qui concernent des mois vraiment antérieurs. Ouais. Ce sera la date de versement qui primera, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui, on est sur la date de versement du prestataire oui, mais la date du versement, du coup, la date du versement, même si ça concerne des mois vraiment antérieurs. Oui. OK. En cœur. Ouais. C'est bien la date de versement, peu importe la période concernée finalement. Vous voyez ce que je veux dire, même si c'est un rappel. D'accord. D'accord. Ouais. Il y avait une autre question aussi, Merci. Excusez-moi, pardon. Allez-y, allez-y. Oui, j'ai pas compris la réponse que vous avez apportée à la dame d'avant, parce que si quelqu'un a un salaire, par exemple, de décembre, ou sur le bulletin de salaire, c'est marqué paiement au 28 décembre, et qu'en fait, pour X motif, parce qu'on en connaît des entreprises où il y a des soucis, et du coup, finalement, le versement se fait 3 mois après, la personne devra quand même mettre sur sa DRT sur le mois de décembre? Alors, C'est ce bien sera ça? surtout Ce que vous êtes injecté, pour le coup, ce sera remonté sur sa DRT pour le mois de décembre, oui. Le système, lui, il va la positionner sur le mois de décembre, cette somme. Admettons, je ne sais pas, on dit une somme dingue, il a 10 000 euros qu'il aurait dû percevoir le 28 décembre, l'employeur nous le déclare sur sa DRM payé au 28 décembre, ça sera inscrit dans sa DTR pré-remplie comme une somme perçue au mois de décembre. Nous, on la prendra en compte en tant que telle. Ouais, quel que soit le moment réel où la personne, même si ça met 3 mois, d'accord, c'était ça que je voulais comprendre. D'accord, merci. Il y avait une question sur le fil de conversation. Les indemnités de formation région sont préenregistrées sur la DRM. Seront-elles bien exclues du calcul au droit RSA? Alors, je ne répondrai pas comme ça, parce que là, elle est un petit peu précise, hein, c'est particulier. On apportera réponse par écrit et vous aurez la réponse dans un système de questions-réponses à la fin du support. Je ne vais pas m'engager, j'aurais peur de dire une bêtise pour le coup. C'est très particulier, ça. Je continue ?
Alors, c'est vrai que, est-ce que je parle de la bascule? J'ai bien envie de passer assez rapidement sur la bascule parce qu'elle est déjà passée finalement, la bascule. On est déjà mi-mars, hein, et ça fait beaucoup de choses. Alors, je vais juste, hop, voilà. Je vais plutôt passer sur les cas et ça va être beaucoup plus simple. Alors, premier cas, l'usager, et c'est le plus simple, valide sa déclaration trimestrielle pré-remplie sans faire de modification. Sachez que là, on a passé donc une première, un tiers, si on peut dire, un tiers de nos allocataires sont entrés dans cette réforme de solidarité à la source, puisqu'on a passé le premier trimestre. On a 95% des allocataires qui n'ont pas modifié la déclaration pré-remplie. Voilà. Je te laisse prendre la main. Oui, les 5% restants, ça concerne souvent des personnes en fait qui ne font pas forcément la différence sur la date de paiement de l'employeur, donc du coup déclarent finalement un changement sur le site et finalement se rendent compte que ils ont tort puisque c'est bien l'élément en fait que l'employeur déclare. Dans ce premier cas, du coup, sur la déclaration trimestrielle, au niveau des éléments, donc on a bien le début, en fait, lorsqu'on déclare les revenus, ça n'a pas changé. On commence bien par la confirmation du profil et on arrive ensuite sur les ressources qui sont pré-remplies. Donc, on a le nom de la personne qui est concernée par les éléments avec, donc, dans la case salaire, les personnes, les entreprises qui lui ont versé des salaires. Une ligne par employeur, donc avec les montants qui ont été versés, date de versement en fait des salaires sur le mois concerné. Les indemnités de chômage, France Travail, avec les éléments qui sont affichés également. Et on rappelle à l'allocataire que nous n'avons pas récupéré les ressources suivantes, notamment les indemnités journalières maternité, paternité, si on a eu, les pensions retraite, rente, pension d'invalidité et indemnités maladie, longue maladie, AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. À chaque fois, il y a des bulles d'aide, encore une fois, pour vous rappeler les éléments que l'allocataire doit déclarer et à quel moment. Il y a aussi sur cette page la possibilité de signaler donc une erreur lorsque les éléments en fait ne correspondent pas à la fiche de paye ou l'attestation de paiement. On peut signaler une erreur. Dans ce premier cas-là, on va dire que tout est bon, tout va bien, on va valider jusqu'au bout. Au niveau de la validation des ressources pré-remplies, donc on rappelle les éléments donc, qui ont été saisis, récupérés automatiquement. Lorsqu'on fait continuer à la page précédente, on vous le dit avec une pop-in en disant que vous avez validé les ressources récupérables automatiquement par votre foyer auprès des employeurs. Vous devez maintenant continuer pour finaliser votre déclaration trimestrielle de ressources et ajouter toute autre ressource que la CAF n'en a pas connaissance avec la liste qu'on a mentionnée auparavant, avec le montant de la pension alimentaire, revenus professionnels des travailleurs indépendants, etc. Le visuel présenté a priori n'est pas définitif, donc ça risque de changer encore dans les temps à venir. Donc sur cette deuxième partie, l'usager doit sélectionner la nature de revenus qu'il souhaite déclarer. Il y a une question? Du coup, on va sur Teams. Ouais. Et demain, de toute façon, toi, t'es en week-end. Et puis au CIA, oui, t'es pas s'il y a besoin. Pour tout ça, t'as communiqué avec Marianne. Mais là, nous, du coup, ouais, je suis. Est-ce que vous pouvez arrêter votre... Après, j'ai un rendez-vous à domicile. Demain matin, je suis à Saint-Ouen. Attends, je crois que c'est moi. Est-ce que vous pouvez arrêter votre micro, s'il vous plaît? Ah, je pense que c'est bon. Alors, on continue. L'usager doit sélectionner la nature des revenus qu'il souhaite déclarer. Les natures de revenus déjà récupérées sont grisées, donc non sélectionnables. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, la déclaration trimestrielle concerne juin, juillet, août 2024. Ce qu'on a pu récupérer, ce sont des salaires, ils sont déjà grisés. Donc, autres revenus à déclarer, revenus non salariés, pension alimentaire, ressources perçues à l'étranger et prestations familiales versées par un organisme étranger. Cet allocataire, dans ce cas-là, il doit déclarer du chiffre d'affaires, donc aux ressources des travailleurs indépendants. On lui demande la nature de son activité. Il peut en sélectionner plusieurs. Et à chaque catégorie en fait, de nature d'activité qu'il va sélectionner, les cases vont pouvoir se défiler en fait, sur la page. Donc, les ventes de marchandises avec les montants mois par mois. On est bien sur un chiffre d'affaires brut comparé à avant où on demandait à l'allocataire de déclarer le brut et le net.
Maintenant, on bascule sur le brut tout court et le net sera calculé automatiquement. Et bien évidemment, un montant sans les centimes. À la fin de validation, on a le récapitulatif avec des éléments qui ont pu être récupérés, les éléments qui ont été déclarés par l'allocataire. Si toutefois il y a une modification à apporter, il peut toujours le faire par le pictogramme, le petit crayon bleu, pour pouvoir rebasculer sur la précédente page. Si tout est OK, pas de modification à apporter, il valide et il termine sa déclaration trimestrielle. Dans le deuxième cas, l'usager souhaite apporter des modifications à sa déclaration trimestrielle. Au début, on a exactement les mêmes éléments, le récapitulatif avec les informations récupérées. Et là, tout simplement, on va aller cliquer dans la rubrique « Vous constatez une erreur ». Donc, on rappelle à l'allocataire avant de commencer, vous allez modifier les ressources qui ont été transmises par le foyer, par des employeurs pour certains organismes, et des pièces justificatives seront demandées et ils doivent être justifiés. Si elle est injustifiée, le droit sera recalculé. L'allocataire, lorsqu'il il clique sur constater une erreur, donc on lui demande quel est le type de ressources à modifier. Il le sélectionne, par exemple là il y a salaire. Il sélectionne le montant des salaires ou les indemnités de chômage par rapport à ce qui est concerné par la modification. L'allocataire peut ajouter ou supprimer un employeur ou un organisme versant des prestations et pour ça, il faut passer par la sélection en fait de la nature de revenus. Lorsque, concernant les salaires, on lui demande quel est l'organisme, donc l'employeur qu'il souhaite en fait modifier. On lui demande ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il veut modifier les ressources ou le supprimer? Les mois concernés par cette modification, soit ça peut être les 3 mois, ça peut être 1 mois sur 3 ou 2 sur 3. On lui demande le montant, on lui met un récapitulatif sur le mois concerné, le mois, le montant qui a été récupéré et le montant qu'il souhaite corriger. Et on lui demande s'il travaille toujours auprès de cet employeur. L'ajout en fait du bulletin de salaire sur le mois concerné ou l'attestation ou éventuellement le justificatif de paiement des organismes sociaux est obligatoire et il doit envoyer également ses pièces d'identité, donc soit carte d'identité, passeport ou titre de séjour pour valider ces éléments, cette modification. À la fin de la procédure, donc on a les corrections qui sont affichées, donc confirmées par l'allocataire avec le nouveau montant qui sera pris en compte. Après confirmation, vous ne pourrez plus effectuer de modification sur ce montant. Ça veut dire que lorsque l'allocataire signale une modification sur les salaires concernant un organisme en particulier, s'il a une autre modification à faire, s'il a en fait des indemnités journalières maladie qui sont payées, il pourra faire une modification uniquement sur l'indemnité journalière maladie, mais pas en fait sur les salaires concernant cet employeur. À cette étape, le montant qui sera pris en compte pour le calcul des droits est bien le montant qui a été corrigé par l'allocataire. Si, admettons, il corrige le montant, il est pris en compte, on verse le droit et au moment de vérifier les justificatifs, on se rend compte que ce n'est pas le bon montant, mais bien celui qui a été récupéré au début, il va y avoir un indu pour l'allocataire. Ce qu'on essaie de vous dire aussi, c'est qu'en fait, même si un allocataire modifie, en tout cas fait une demande de correction des ressources qui sont préaffichées, ça n'empêche pas le calcul du RSA, ça ne le stoppe pas. On calcule le RSA. On calcule le RSA en fonction des situations que l'allocataire nous a données et on ira les vérifier ensuite. Laetitia avait une question. Voilà, j'avais vu une main levée tout de suite avant que l'on passe au troisième cas. Oui, tout à fait. J'avais une petite question parce que vous parliez du pré-remplissage et en fait de corriger. Et en fait, il y a un souci. Enfin, moi, j'ai constaté un souci sur les déclarations RS. C'était quoi? Trimestre d'activité. En fait, par exemple, la dernière fois, il y a un montant qui n'était pas bon. Donc, j'ai voulu corriger. Mais je me suis aperçue finalement que le montant, quand j'ai voulu mettre le. C'était pour quel mois? C'était février? Ouais, c'était possible février. Et en fait, le montant de février, il a été payé en mars. Et sur le bulletin de salaire, c'est bien mis payé le 3 ou 4 mars. Donc, du coup, normalement, à déclarer en mars et pas en février. Oui. Sauf qu'en fait, sur les autres mois, c'était pareil. Et ça avait été pré-rempli sur le mois en cours. Par exemple, en janvier, ça avait été payé en février et ça apparaissait en janvier.
D'accord. Et Donc, donc, dans ce donc, cas-là, je me il faut suis bien. dit, je savais pas comment faire, si je devais faire comme ça avait été fait comme c'était déjà le cas, même si ça apparaissait sur le bulletin de salaire que c'était payé en mars, le mettre quand même en février parce que c'était le bulletin de février, ou bah, laisser comme ça et voir après ce que ça donnait les prochaines déclarations, quoi. Alors, il faut vraiment prendre en compte la date de paiement qui figure sur le bulletin de salaire. Donc, si, admettons, nous, sur la DRM, ce qui s'affiche, donc, je dis février, donc, monsieur, il a travaillé en février. Sur Ouais. le bulletin, c'est marqué date de paiement février, alors que ça apparaît, en fait, en mars. Je dis une bêtise, hein. Donc, et que pour vous, en fait, sur le bulletin de salaire, c'est bien marqué février, vous le rectifiez, vous envoyez le bulletin de salaire. Bah, en fait, là, c'était l'inverse. C'était en février, il y avait rien. Enfin, si, c'était mis le salaire De janvier, mmh, alors que janvier avait été payé sur le mois. non, janvier avait été payé en février, février en mars. Et du coup, sur la déclaration, c'était pré-rempli comme ça, alors que sur le bulletin de salaire, c'était bien mis que c'était début du mois d'après, quoi, que c'était versé. Donc là, il a fallu envoyer tous les bulletins de salaire pour montrer que c'était et corriger tout alors. Je comprends pas trop votre Ouais, moi non question plus, parce j'arrive pas à la que mesurer, j'arrive pas à En mesurer fait, la question. c'était décembre, janvier, février. Ouais. Et le montant qui apparaissait en février, c'était en fait le salaire de janvier, puisque il avait été payé début février. alors là, avec la bascule, on est sur une déclaration trimestrielle sur novembre, décembre, janvier. C'est ça. Alors novembre, décembre, janvier. Donc du coup, c'est ça. Donc non, oui, novembre, décembre, janvier. Donc du coup, ce qui apparaissait en janvier, c'était ce qui avait été perçu en décembre en fait. C'était non, attendez, novembre, décembre, janvier, je me perds du coup dans mon explication. Novembre, décembre, janvier. Moi, j'avais le bulletin de salaire de janvier, Oui, mais qui a été payé en février. d'accord. Donc du coup, bah, on l'a pas mis. Non, parce que j'avais pas le bulletin de salaire. Non, non, c'était pour Alors que la DRM, en fait, faisait montrer le montant qui a été payé en février, c'est ça? bah, en fait, ouais, c'est ça, novembre, décembre, janvier. Le montant qui était indiqué en décembre, c'était le salaire de décembre alors qu'il avait été perçu en janvier. C'est ça, en fait, la problématique. Mais quand vous parlez de. C'était pas conforme au bulletin de salaire, en fait. D'accord. Donc, à partir du moment où c'est pas conforme au bulletin de salaire avec la date de paiement, donc pas de Voilà. date de perception, mais Oui. date de paiement. Donc là, effectivement, il faut bien rectifier le montant et envoyer le bulletin de salaire. OK, Vous avez bien fait d'accord. du coup. OK, bon, bah, très bien. OK, bah, c'est bon. Merci. Excusez-moi, j'étais pas très claire, là. Non, mais vous Ouais, inquiétez pas pas. de souci. Comme quoi, c'est pas simple. Alors, du coup, on va essayer de continuer le plus rapidement possible parce qu'il est 12h20 et je m'en excuse vraiment. Je te laisse continuer, Oui, Devita. oui, oui, oui. Donc, du coup, on était sur la page. Ah, j'ai perdu la souris. Aïe, je clique. Non, ça marche plus. Si elle est là, tu vas la trouver. Là, là. Un bug. Si, elle est là. Elle est là. Hop, voilà. Là, on était sur le deuxième cas. Continuez, vous constatez une erreur. Donc, on avait déjà passé ça. Oui, En fait, on était rendu à la photo. oui, c'est ça. Voilà. Après confirmation, on disait qu'on ne pouvait plus, Modifier en fait Voilà. le même montant qui avait été saisi. Donc l'allocataire, donc il envoie les éléments demandés. Donc s'il modifie sur un bulletin de salaire, il faut qu'il envoie le bulletin de salaire concerné par le mois et l'employeur, d'accord? Et pareil pour les autres organismes qui payent la prestation du coup. Hop, ça c'était le deuxième cas. La consultation des ressources dans l'espace Mon compte. Donc, dans les revenus, donc vous vous souvenez, sur Mon compte, on a la rubrique Mes ressources, ressources annuelles, trimestrielles et ressources aide au logement. Donc, on a bien du coup dans la rubrique ressources trimestrielles le trimestre précédent et le nouveau trimestre où on voit que du coup le mois de novembre apparaît en double, mais il n'est pas compté deux fois puisque du coup on a parlé tout à l'heure d'une méthode compensatoire pour calculer le droit du coup à l'avantage de l'allocataire. Au niveau des mois par mois, l'allocataire pourra consulter les éléments qui ont été récupérés automatiquement, donc ressources modifiées par votre CAF, ressources modifiées vérifiées. Donc ça veut dire que l'allocataire a modifié ces éléments-là et il a envoyé les justificatifs nécessaires pour pouvoir du coup corriger ces éléments. Pour déclarer les ressources trimestrielles au départ, donc pour l'allocataire, donc on lui dit avant de commencer, vous avez besoin donc pour ces mois-ci, les fiches de paye, donc pas d'information qui a changé par rapport à cette démarche.
Au niveau de la communication, Alors, voilà, au niveau de la communication, même si la réforme a été largement communiquée au niveau des médias, il y a une communication très, très poussée pour nos allocataires ou les allocataires, en tout cas, ou les tuteurs quand les allocataires sont sous tutelle. Donc, tous les articles CAF.fr, bien évidemment, mais aussi des campagnes de courrier ou de courriel et de SMS qui ont été menées. Donc, le 15 février, pour tous les allocataires qui basculaient à compter du 1er mars, donc la première bascule, hein, et là où je vous disais justement que 95% avaient validé les ressources pré-remplies, hein, telles quelles. Le 15 mars, hein, nous allons avoir tous les allocataires qui vont basculer au 1er avril, avec un autre trimestre de référence, et ensuite le 12 avril pour la dernière vague, ceux qui basculeront dans la réforme seulement au 1er mai. La personne qui a une adresse mail connue sur son dossier va automatiquement recevoir un mail sur l'espace son compte, mais aussi un mail dans sa boîte mail qui lui précise qu'il y a un mail dans l'espace son compte. Et nous allons joindre un flyer qui sera joint à l'envoi du mail. Et le flyer, en fait, alors je ne peux pas vous l'ouvrir, mais en fait, le flyer, il explique la bascule dans la réforme et tout ce qu'on vient de vous dire, en fait. Il explique que l'allocataire a le droit de modifier la donnée qui est pré-remplie et il explique comment il peut le faire. On vous a remis, donc je passe très rapidement, hein, mais sur la dernière page, vous avez toute la communication hein, qui a été faite et notamment le fameux flyer qui explique, c'est pour ça qu'on a un flyer pour chaque mois de bascule, parce qu'il explique comment cela se passe pour l'allocataire. Accès à un tuto, hein, pour la déclaration trimestrielle et aussi au site mesdroitssociaux.gouv.fr que l'on a tendance à promouvoir en CAF parce que c'est un site qui est très très bien fait. Sur la partie communication, je voudrais aussi ajouter une petite info. Nous, on fait aussi des appels sortants vers les allocataires qui n'ont pas pu faire leur démarche en ligne. Donc, pour les inciter, pour qu'ils fassent le nécessaire rapidement pour que le calcul, en fait, soit fait et pas d'interruption au niveau des droits. Nous avons terminé. Alors, je suis désolée, on a débordé un petit peu, je m'en doutais. Comment les revenus de placement sont récupérés? Alors justement, je ne suis pas certaine que ce soit récupéré, les revenus de placement. Donc c'est pareil, je ne pourrai pas vous répondre sur cette question-là en particulier. La réponse vous sera apportée avec le support. Hein. À la fin, nous mettrons le question-réponse avec les quelques questions qui nous ont été posées et les réponses que nous y apporterons. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous donne rendez-vous le 24 avril à 13h30 pour le prochain direct CAF 35 qui sera consacré au parcours arrivée de l'enfant, essentiellement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore pour votre écoute. Bonne journée. Au revoir.